France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Les fronts populaires dans le monde, histoire d'expérience politique, car il y a le Front populaire en France, bien sûr, en 1936, mais il y a aussi l'espagnol, El Frente Popular, que l'on retrouve également au Chili, ou encore en Algérie ou au Sénégal, alors colonie française. Les effets sinistres de la Grande Dépression et la lutte antifasciste sont le mortier qui unissent ces différents mouvements politiques, socialistes, communistes, pourquoi pas radicaux. Mais en quoi une approche globale des fronts populaires offre-t-elle de nouveaux regards sur le Front populaire ? Parce que le Front populaire existe. Vous avez à le proposer à nouveau à nos camarades communistes. Debout les damnés de la terre. Una venecerata igual. Oli que conei Eiku iluna Navor bin medervro Daviena davra. Le cours de l'histoire. Parce que le Front populaire existe. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu la voix de Léon Blum, sans doute. Quant à l'international dans différentes langues, c'est en français, ça va, l'italien, le portugais, le chinois, le vietnamien, l'hawaïen et le breton. Aussi, parce qu'il fallait un petit peu de breton dans le cours de l'histoire. Jean Vigreux, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en histoire contemporaine à l'Université Bourgogne-Europe. Vous avez co-dirigé avec Serge Volikov, bonjour. Bonjour. Cet ouvrage, Les Fronts populaires, une perspective mondiale, 1934-1938, c'est publié par Libertalia. Et avec nous également dans le cours de l'histoire, Héloïse Dreur, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire contemporaine. Vous avez réalisé votre thèse sur le Parti communiste en situation coloniale. L'intitulé, c'est Moscou, Paris, Alger, naissance et affirmation du Parti communiste algérien 1920-1939. Mais dites-nous, Héloïse Dreur, qui a dirigé votre thèse ? Jean Vigreux, un certain Jean Vigreux. Voilà, qui est là aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Dites-nous, Jean Vigreux, qu'est-ce qui vous a pris de regarder les fronts populaires pour mieux comprendre le Front populaire, entre autres, parce que ça va encore plus loin, l'analyse. Bien sûr, on est parti d'un constat, c'est-à-dire que souvent on a une histoire du Front populaire, et c'est important, qui est prise dans un roman, on va dire national, ou enchâssée dans le national, et il fallait se retrouver avec d'autres collègues, c'était un peu l'idée de faire un collectif, en pensant ce moment Front populaire à l'échelle internationale. Non seulement parce qu'il y a eu un mot d'ordre du 7e congrès de l'international communiste, et on y reviendra, et je pense que Serge Volikov y reviendra, de riposte antifasciste par rapport à l'onde de choc de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et puis comment, en fin de compte, cette idée, ce laboratoire qu'a été d'abord la France, a pu s'étendre et devenir un mouvement international. Et le penser aussi au regard des autres. Comment les fascistes réagissent, comment les nazis réagissent, comment les droites réagissent. Et c'était un peu le thème de l'émission hier. Et tous les auteurs que vous avez invités durant la semaine sont présents dans l'ouvrage. Oui, parce que cet ouvrage, Les Fronts populaires, réunit les spécialistes de la question avec ces épisodes du cours de l'histoire que vous évoquez, Jean Vigreux. Objectif urne, le Front populaire, une histoire de grève et de joie, ou encore adversité et désaccord. Le Front populaire désenchanté sont des épisodes à retrouver, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Serge Volikov, alors dites-nous là aussi l'évocation qui a été faite, parce que nous parlons d'histoire, de la chronologie, c'est de savoir si le Front populaire français sert d'expérience à ce qui se passe ailleurs, ou bien est-ce un mouvement beaucoup plus large qui se construit ici et là au même moment ? À votre question double, j'ai une réponse double. C'est à la fois un événement, un épisode, un moment historique dont l'origine est assez bien centrée sur le cas français, qui est en quelque sorte, qui expérimente le mot d'ordre et le début d'un mouvement social. Et puis ensuite, il y a un phénomène de diffusion de cette expérience qui correspond en fait à un état du monde. Si l'on se reporte à ces années-là, ces années qui sont à la fois des années de crise économique internationale,
mondiale, mais c'est aussi une crise politique marquée par l'arrivée du nazisme au pouvoir en Allemagne. Et là, le choc est un choc proche pour la France. C'est la gauche allemande qui semblait la plus puissante, la plus moderne, qui s'effondre, et le choc est un choc émotionnel et politique. Mais le choc va bien au-delà, puisque ce sont les relations internationales qui sont également impactées. Et le Front populaire, son développement s'inscrit dans ce contexte. Il reste que ce qu'on pourrait appeler, pas la préhistoire, mais les débuts du Front populaire, l'apparition du mot d'ordre, les premières tentatives d'alliance élargie, puisque le Front populaire, c'est une alliance plus large que ne l'étaient habituellement les alliances dites de front unique. Eh bien, c'est en France, avec sa tradition politique propre, le bloc des gauches, le cartel des gauches, qui fait en quelque sorte, comme Jean Vigreux l'évoquait, fonction d'un peu de laboratoire. Et au début, il faut bien dire qu'il y a beaucoup de scepticisme, ici ou là, c'est-à-dire ici en France et aussi à l'étranger. Les soviétiques qui considèrent que le Parti communiste français est un petit parti par rapport à ce qu'était le Parti communiste allemand, ces prétentions semblent un peu indues, un peu exagérées. Mais finalement, la situation française, la mobilisation en fait en bas dans la société, dans le monde ouvrier, le monde paysan, va faire que le mot d'ordre prend, et il prend au-delà de ce que les spécialistes et les politiques, d'une certaine manière, avaient imaginé. Héloïse Dreur, d'ailleurs, dire la France dans les années 1930 est une chose complexe, puisque dire la France, c'est aussi évoquer l'empire colonial. Oui, bien sûr. Et puis, et le Front populaire va exister également dans les colonies, et en particulier, comme vous l'avez dit, moi j'ai travaillé sur, en particulier l'Algérie, qui est une colonie de peuplement, et le Front populaire va exister en Algérie, évidemment en s'adaptant au territoire colonial, et ce qui va donner lieu à un certain nombre de paradoxes, puisque finalement, alors je vais révéler la fin de l'histoire dès maintenant, il y aura finalement le Front populaire provoque un grand élan d'espoir en Algérie, qui sera finalement largement déçu, mais qui préparera finalement les luttes nationalistes à venir. C'est important d'évoquer ce moment d'espoir aussi, parce que c'est le quotidien des gens qui suivent ce Front populaire, de se dire il est possible de faire bouger les choses, surtout qu'il faut rappeler ce contexte. Il a déjà été évoqué, ce contexte économique terrible, c'est la Grande Dépression, après ce qui s'est passé à Wall Street en 1929, et 10 ans plus tard, en 1939, John Steinbeck écrit Les raisins de la colère, son roman qui est mis l'année suivante, 1940, au cinéma, par John Ford. Pour dire vrai, Mulet, après ce que la tornade a fait comme ravage, le système de fermage ne peut plus marcher. Ça ne paie même pas les frais, encore moins donne-t-il de profit. Mais un seul homme sur un tracteur peut s'occuper d'une douzaine de ces lotissements. On ne lui paie qu'un salaire et on prend toute la récolte. Mais les enfants n'ont même pas assez à manger comme ça. Et ils sont si locteux qu'on aurait honte si les gosses des autres n'étaient pas logés à la même enseigne. J'y suis pour rien, tout ce que je sais, c'est que j'ai reçu des ordres. On m'a dit de vous dire de partir et c'est pour ça que je vous le dis. Que je parte de ma propre terre? Pas la peine de m'en vouloir, c'est pas de ma faute. C'est la faute à qui? À qui appartient la terre? La société Chauny des terres arables. Et qui est la société Chauny des terres C'est pas arables? une personne, c'est une société. Ils ont un directeur, n'est-ce pas? Ils ont quelqu'un qui sait à quoi sert un fusil, n'est-ce pas? Oh petit, c'est pas sa faute, c'est la banque qui lui dit ce qu'il doit faire. Très bien. Où est la banque? À Toulza. Mais à quoi bon se retourner contre lui? Il n'est rien que le directeur. Et il a assez d'ennuis déjà à exécuter les ordres venus de l'Est. Alors sur qui il faut tirer? Mon vieux, j'en sais rien. Si je le savais, je vous le dirais. Mais je sais pas à qui est la faute. Eh ben moi je sais une chose, monsieur, c'est que personne n'arrivera à me chasser de ma terre. Mon grand-père a pris cette terre il y a 70 ans. Mon père y est né. Nous y sommes tous nés. Et plusieurs d'entre nous y ont été tués. Et plusieurs d'entre nous y sont morts. Dans une union antifasciste, l'ennemi est identifié, c'est le fasciste. Par contre, pour répondre aux problèmes économiques, Jean Vigreux, l'ennemi est beaucoup plus difficile à identifier. Cette globalisation qui est déjà présente fait que ce regard porté sur les fronts populaires rend pertinent la compréhension de ce qui se passe en France. Ça rend pertinent, et là l'exemple qu'on vient d'avoir aux États-Unis montre bien que même le monde rural est touché. Faut jamais perdre de vue que la grande crise économique des années 30 fait une baisse des cours importante, plus de 50% sur le blé, le vin, tous les produits sont touchés, et qu'on assiste partout à des saisies
à des ventes saisies. C'est-à-dire qu'en France, au début des années 30, on va avoir tout un mouvement qui va s'en prendre aux fermiers qui ne peuvent plus payer leur loyer, aux métayers, même aussi aux petits propriétaires. La scène est connue dans La vie est à nous, puisqu'il y a la volonté de la folle enchère qui est lancée par les syndicats, la Confédération nationale paysanne proche de la SFIO et la Confédération générale des paysans travailleurs proche du Parti communiste qui vont lancer ça. Mais ce mouvement est aussi aux États-Unis. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut voir des relations, des circulations de mouvements, de modalités d'action, de rituels ou de registres d'action. Et ça, c'est ce qu'on essaye de montrer, de décloisonner en fin de compte par nos frontières et de regarder ce qui se passe ici ou là. N'oublions pas que de ce mouvement va naître des espoirs aux États-Unis, que le Parti communiste des États-Unis, qui est tout petit, devient un peu plus important et surtout va appeler à voter Roosevelt en 1936. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut voir cette défense de la démocratie, cette défense d'un modèle démocratique face aux dangers fascistes. Alors oui, il y a des dimensions économiques, oui, il y a des adaptations locales, mais il y a des choses qui circulent. Oui, parce que l'on peut dire que les gens vivent les mêmes situations économiques, quels que soient les pays, avec la globalisation, des échelles différentes bien sûr, mais il y a le même ressenti. Oui, pour prendre cet exemple américain, le suivre, dans le domaine industriel, 1937, c'est le moment des très grandes grèves, et notamment des grèves de l'automobile, et qu'on appelait les grèves avec sit-in. Les ouvriers s'asseyaient, faisaient sit-in dans les usines, et occupent les usines, et on crée les nouveaux syndicats de l'industrie automobile, qui ont perduré d'ailleurs jusqu'à notre époque. Et c'est un moment où on peut pas dire qu'il y ait un front populaire constitué comme en France, mais par contre, et l'expérience et le registre d'action des ouvriers qui prennent possession de leur usine pour se faire entendre, c'est quelque chose qui vient, ou qui n'a pas été inventé en France, mais qui en 36 a marqué l'opinion internationale, et y compris évidemment aux États-Unis. Quelles sont les spécificités dans le monde colonial ? Parce que comparer ce qui se passe aux États-Unis, en France métropolitaine, dans différents pays, c'est pas du tout la même chose que de comparer à ce qui se passe dans les colonies. Non, bien sûr, puisque quand on arrive par exemple en Algérie, on est dans une société qui est inégalitaire, mais l'inégalité est fondée sur le droit, c'est-à-dire qu'il y a le statut de l'indigénat qui instaure bien une différence entre la population, ce qu'on appelle à l'époque la population colonisée, qu'on peut appeler ici les Algériens pour aller plus vite, mais ce n'était pas ainsi qu'on les appelait à l'époque. Mais les Algériens et les Européens, c'est-à-dire les colons, très clairement, ils n'avaient pas les mêmes droits. Les Algériens n'avaient pas les mêmes droits de vote, étaient soumis à des sanctions arbitraires qui pouvaient aller de déportation, enfin de la simple amende à la déportation. Donc on arrive dans un territoire qui déjà est très différent, effectivement, de ce qu'on peut trouver en métropole. Ensuite, effectivement, entre le Parti communiste et le Parti socialiste, et évidemment les radicaux à l'époque, se pose aussi la question coloniale, puisqu'on l'ignore souvent, mais le Parti communiste, à partir particulièrement de 1925, est la première grande organisation française à réclamer l'indépendance de l'Algérie. Et dit comme ça, bon voilà, ça paraît assez évident, mais à l'époque, c'est une idée qui est absolument nouvelle et qui est assez inconcevable. La SFIO revendiquait jusque-là de l'amélioration des conditions de vie pour les colonisés. C'est tout, en fait. Jamais l'indépendance de l'Algérie n'avait été pensée. Et évidemment, ça crée des tensions entre les trois partis. Le Parti communiste subit une répression énorme dans les années 20. Et effectivement, il est plus difficile de faire alliance dans ces conditions-là. C'est pour ça aussi que en Algérie, le Front populaire mettra un petit peu plus de temps. Ce sera à l'automne vraiment que les accords seront faits entre les communistes et les socialistes et les radicaux, après que les communistes aient abandonné cette revendication de l'indépendance de l'Algérie pour laisser place à l'antifascisme. Les colonisés eux-mêmes déjà portent des mouvements d'indépendance, parce que faut vraiment contextualiser les choses. Au sortir des années 1920, il y a déjà des mouvements constitués dans le cas de l'Algérie, par exemple. Oui, bien sûr, il y a l'étoile nord-africaine de Messali Hadj. Alors l'étoile nord-africaine qui est née elle-même au sein du Parti communiste français en 1926. Elle est née, cette organisation est née en métropole au sein de la section anticoloniale du Parti communiste, dirigée par Messali Hadj, donc relativement proche des communistes, et qui
il y aura une rupture nette au moment du Front populaire entre les communistes et l'étoile nord-africaine à ce moment-là, du fait aussi de l'abandon de la revendication de l'indépendance et des espoirs déçus face à tout ce que le Front populaire n'a pas fait pour les coloniser. Oui, justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Héloïse, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dimension internationale du Front populaire a à la fois des effets porteurs et en même temps des effets qui limitent à un moment donné ce qu'on pourrait appeler la capacité à innover dans certains endroits, la politique notamment d'émancipation, puisque la priorité donnée à l'antifascisme, on met une sourdine à la question de l'indépendance nationale. Et dans les colonies, ça va être évidemment très mal reçu et mal compris d'une partie de des populations. D'une certaine façon, le Front populaire sème des graines qui vont prendre leur essor ensuite. Mais le Front populaire, alors en Indochine, on a le cas de l'Indochine où le mouvement national va profiter d'une sorte de parenthèse heureuse pendant un an de moindre répression pour se développer avec Ho Chi Minh. Mais là aussi, la parenthèse se referme assez vite au nom là de la lutte anti-japonaise et de la nécessité de faire front contre le fascisme. Et ça, évidemment, ça a un effet sur les mouvements nationaux d'émancipation nationale qui trouvent que la gauche française, et notamment y compris les communistes, les abandonnent, quoi. Et c'est une des contradictions du Front populaire dans sa dimension internationale. Il n'y a pas de mode d'emploi du Front populaire. Les contextes nationaux sont très différents, nationaux et coloniaux. Jean Vigreux, les échanges sont particulièrement importants aussi. Ça, faut vraiment le souligner. Ce sont des gens qui se connaissent au moins par les écrits. Oui, ils se connaissent par les écrits, il y a des traductions, il y a des circulations. N'oublions pas les mobilisations des intellectuels, les congrès des intellectuels antifascistes en 1935 en France, un an plus tard en Espagne. On oublie souvent le deuxième congrès à Valence. Donc, et qui permet aussi à l'Amérique latine de rentrer dans le jeu avec Pablo Neruda. Donc chacun a sa place, les choses circulent, il y a une presse importante. Donc faut pas vraiment avoir une vision simplement cloisonnée et seulement nationale, et de penser en fin de compte ces circulations. Avec ici une vision universelle. Représentant des millions d'hommes et de femmes de toutes les nations, de toutes les races, des formations politiques, philosophiques ou religieuses les plus diverses, nous adhérons au Rassemblement universel pour la paix et nous jurons de tout faire en vue de sauvegarder la paix par la Société des Nations, en propageant nos idées à travers le monde, dans les villes et dans les campagnes, en répondant à l'appel de notre intelligence réaliste et aux élans de notre cœur qui nous commandent un même devoir. Nous le jurons. Sidonie Lebeau dans le cours de l'histoire qui nous lisait ici le serment auquel devaient souscrire les membres du Rassemblement universel de la paix. Nous étions en 1936. Jean Vigreux, dans ce serment est évoquée la Société des Nations, la SDN. Nous sommes dans un monde où l'idée d'international existe au-delà de l'international communiste. Oui, les enjeux des relations internationales, il a fallu reconstruire après le choc de la Première Guerre mondiale un équilibre, et c'est la SDN qui a ce rôle. Et d'ailleurs, ce qu'on a essayé de faire aussi dans l'ouvrage, c'est que la SDN soit présente, et Jean-Michel Gueux a fait un chapitre sur le sujet, et de présenter en même temps toutes les réussites, parce que souvent on la présente comme quelque chose qui échoue, qui a échoué. C'est vraiment une lecture théologique de cette histoire, alors qu'il y a eu plein de choses. Pensons au passeport Nansen en particulier pour tous les apatrides. Donc de repartir du droit international, de repartir des enjeux universalistes, universels. Et d'ailleurs, il y a un petit passage qui suscite peut-être, qui va susciter des travaux. C'est Frédéric Monnier qui a fait quelque chose sur les francs-maçons et la logique d'une république universelle, de penser la république universelle dans le cadre des fronts populaires, parce que ce qui se joue en France, mais aussi au Mexique, au Chili, nous renvoie à cette histoire universelle et universaliste. Donc, essayer de tirer les fils. Alors, ce qui montre, bien sûr, des contradictions. Serge Volikoff le rappelait, les contradictions entre une vision lutte des classes, une vision instauration du socialisme. Mais là, c'est pas la question. La question, c'est la défense de la démocratie. La démocratie est en danger face au fascisme. Donc, que faire ?
Oui, pour un front populaire, il faut qu'il y ait quelque chose de commun qui unisse les gens. Cher Jvolikov, vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne et donc ce co-directeur des Fronts populaires, une perspective mondiale, publiée chez Libertalia. Oui, justement, pour reprendre cette idée développée par Jean Vigreux, c'est le moment aussi où la lutte qui était classiquement dans la gauche française et internationale, la lutte contre une nouvelle guerre, devient aussi une lutte pour la paix, et en même temps une lutte pour la paix qui ne se veut pas seulement pacifiste, mais qui se veut effective. Et si vous voulez, il y a deux exemples qui vont être des sortes de tentatives de mise en œuvre d'une nouvelle manière de mener la lutte pour la paix contre la guerre voulue par les puissances fascistes. C'est l'Abyssinie, l'Éthiopie, la guerre d'Éthiopie en 1935. Et on revient sur la SDN, puisque à cette époque, et ça a une sorte de résonance contemporaine assez exceptionnelle, sans déclaration de guerre, l'Italie déclenche l'invasion de l'Éthiopie, le seul pays africain à la Société des Nations. Et donc, avec une sorte de, sinon d'immobilisme, mais de compréhension relative des puissances occidentales qui essayent de faire que, dans un jeu diplomatique compliqué, de laisser les mains libres un peu à l'Italie pour pas qu'elle tombe dans le giron de l'Allemagne nazie. Et la SDN, évidemment, est paralysée par cette situation. Et l'année suivante, c'est la rébellion fasciste en Espagne qui va de nouveau poser la question comment lutter contre des interventions militaires en étant épris de paix. La France, le Front populaire, va se divise. Léon Blum, traversé par des sentiments qu'on a souvent mis en valeur, des sentiments à la fois personnels et politiques contradictoires, va se résoudre ou va proposer la non-intervention pour faire en quelque sorte qu'il n'y ait pas d'internationalisation de la guerre d'Espagne. Vous savez qu'il en fut tout à fait différemment, et dans le Front populaire, une partie du Parti socialiste, la CGT et le Parti communiste vont au contraire plaider pour aller soutenir les Espagnols. On voit bien que la question de la guerre et de la paix prend une importance progressivement centrale dans les mobilisations du Front populaire, surtout en Europe. Et de ce point de vue, si vous voulez, quand on étudie le Front populaire à 90 ans de distance, on a comme des échos, des résonances assez contemporaines devant les questions qui sont posées au Front populaire. Jean Vigreux. Oui, ces échos contemporains, c'est vrai qu'on les entend dans ce contexte guerrier. Ouais, ces échos contemporains, c'est tous les enjeux de que faire face à des déclarations de guerre impromptues, à des logiques impérialistes. Comment ça bouleverse, en fin de compte, l'ordre, on va dire, international, mondial, fondé, alors aujourd'hui sur l'ONU et la démocratie, comment, en fin de compte, la démocratie est remise en danger. Et c'est vrai que ces questions qui, à 90 ans d'écart, percute le présent. Même si, attention, on est aussi historien et on n'est pas en dehors de la cité, on n'est pas en dehors de notre présent, mais l'idée c'était de vouloir montrer dans cet ouvrage et dans d'autres, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on a menées cette année sur les 90 ans, c'était de comprendre en fin de compte comment ça a circulé, comment en fin de compte on avait des connexions dans le monde et des ripostes, des réactions, même des refus, parce que faut pas voir dans une vision mythique, tout le monde était pour. Non, vous avez bien montré hier qu'il y avait deux France, un face-à-face entre droite et gauche, 50-50 en France, mais c'est partout dans le monde que ça se joue. L'Europe du Nord est réfractaire, du côté de l'Europe du Sud, c'est un peu différent, mais on a aussi des fronts populaires en Amérique latine, mais dans des champs décalés. Regardez le Chili, c'est 1938 que Cerda arrive, fin 38, octobre 38. Il n'y a plus de Front populaire en France. En Espagne, c'est la guerre civile et il est en train de s'effondrer. Donc comment aussi penser l'histoire avec des chronologies décalées, de regarder que c'est pas toujours 36, parce qu'on sacralise les dates, on aime bien ces choses-là, mais des fois on peut avoir des temporalités différentes. Héloïse Dreur, sur ces fronts populaires, d'ailleurs, nous parlons des autres pays, mais dans les colonies françaises, est-ce que les fronts populaires qui existent sont à l'image du front populaire qui est là, à Paris, en train de se développer, de gagner les élections et de gouverner? Et ils sont très liés puisque, en fait, c'est vrai que l'Algérie, par exemple, je reviens sur l'Algérie, l'Algérie à l'époque est
constitué de 3 départements français. Donc en fait, le Parti communiste français ne pense pas ces 3 départements autrement que n'importe quel autre département de métropole. Donc en fait, ce qu'on a en Algérie, ce sont des sections du Parti communiste français qui sont gérées comme des sections du Parti communiste français, comme elles le seraient en métropole. C'est la même chose pour la SFIO, la même chose pour les radicaux. Et ce sont du coup des sections constituées majoritairement, très majoritairement d'Européens. Alors pour les radicaux, uniquement des Européens. Pour les socialistes, on commence à voir dans les années 30 quelques Algériens qui commencent à rentrer au Parti socialiste, mais les socialistes jusque-là, ce n'était pas du tout leur préoccupation. Au Parti communiste, c'est différent. En même temps que la revendication de l'indépendance a été adoptée sous vraiment la pression de l'internationale communiste en 1925, il y a eu aussi une volonté vraiment, on appelait ça d'algérianiser le parti, c'est-à-dire de faire rentrer des militants algériens dans le parti, et alors avec plus ou moins de succès. Au moment du Front populaire, le Parti communiste qui, au début des années 30, était tombé dans une quasi-clandestinité du fait de la répression et n'existait presque plus, il connaît un rebond assez important durant la période du Front populaire. On trouve à peu près 5000 adhérents au Parti communiste. Alors attention, ça reste un mouvement... c'est pas un mouvement de masse, il y a 6 millions de personnes en Algérie, mais sur ces 5000 adhérents, on a 40% quand même d'Algériens, ce qui n'est pas rien. Donc effectivement, ils sont très liés. Et effectivement, c'est toute là la difficulté aussi d'appliquer en Algérie, d'importer un front populaire dans une société qui est une société coloniale, et ça va créer vraiment un moment de panique chez les colons aussi, puisque en fait on va avoir des tentatives de réforme de la situation coloniale, et puis on va avoir des images, par exemple en 1935, une image qu'on voit, il y a une photo qui existe de femmes voilées qui défilent en levant le poing dans les rues d'Alger, et alors là ça provoque un vent de panique chez les colons qui ont très très peur pour leur position. C'est un défi d'étudier de manière mondiale, les perspectives mondiales, c'est le sous-titre de votre ouvrage, les fronts populaires par la chronologie et puis par les différences de contexte. Serge Volikov. Je voulais rebondir sur cette question de l'impact du Front populaire dans les zones extra-européennes. Il y a les pays qui sont pays dominés, pays sous influence européenne, mais qui ont une dimension mondiale. C'est la Chine. La Chine a une expérience du Front populaire qui est très originale, et aujourd'hui qu'on doit en quelque sorte, sans doute aussi parce que la Chine étant ce qu'elle est du point de vue de l'histoire politique mondiale, qu'on doit apprécier et réévaluer. C'est ce qu'on a essayé de faire dans l'ouvrage. Si la Chine est un pays sous zone d'influence étrangère qui ont la France, l'Angleterre, l'Amérique ont des concessions, dominent d'une certaine façon une Chine qui a déjà connu une révolution, mais qui est en même temps marquée par la guerre civile. La guerre civile entre les nationalistes et les communistes. Elle est ravagée par cette guerre civile au début des années 30. Et là-dessus, évidemment, ce qui est fondamental et qui rapproche le cas chinois d'un cas mondial, c'est l'invasion japonaise. L'impérium japonais rêve d'un empire japonais à la fois continental et maritime qui ferait de la Chine une pièce essentielle. 1931, c'est la Mandchourie, et 1937, c'est l'invasion de la Chine avec des massacres à Nankin, des massacres qui visent à occuper toute la Chine. Et à ce moment-là, la guerre civile étant en même temps entre communistes et nationalistes, va se transformer à l'initiative à la fois des forces communistes et aussi à l'intérieur du parti nationaliste chinois qui s'appelle le Kuomintang, d'un mouvement qui va se constituer comme un front unique patriotique anti-japonais et qui est poussé par l'internationale communiste. Mao Tse-tung, dont le rôle apparaît à ce moment-là, en quelque sorte, a à la fois un rôle éminent et en même temps, il a des réticences. Et il faut que les négociations sont longues, on les restitue dans le livre, avec des épisodes où Chiang Kai-shek ne veut pas d'alliance avec les communistes, il les a brûlés, la guerre civile en Chine, ça a été des centaines de milliers de morts, c'est pas un petit moment.
Et pourtant, au printemps 37 et puis après l'attaque japonaise, se constitue pendant quelques années, un front unique anti-japonais qui est vraiment inspiré par l'exemple des fronts populaires et qui va mettre à l'ordre du jour ce qu'on pourrait appeler une sorte de compromis concernant à la fois les réformes agraires, concernant les petits paysans, mais aussi le patronat chinois pour l'associer à cette lutte qui va prendre des années. Et le Front populaire, le Front unique anti-japonais, il se poursuit jusqu'en 1944. Avec même des soutiens qui vont venir des États-Unis. À partir de là, c'est la rupture, une nouvelle guerre civile, et on sait qu'elle se développera en faveur des communistes chinois avec la prise du pouvoir en 49. Mais d'une certaine manière, 37, ça a été un moment extrêmement fort de cette histoire chinoise, et ça a à voir avec le Front populaire. C'est Guido Samarani qui a livré ici le texte, l'étude sur le Front populaire patriotique en Chine, dans l'ouvrage Les Fronts populaires, avec Jean Vigreux. Cette difficulté de faire des études de cas, et on vient de l'entendre dans un contexte très particulier, mais dans le même temps de réussir à unir l'ensemble. C'est ce paradoxe permanent, des contradictions permanentes, effectivement, mais ça nous permet de penser aussi le Front populaire, pas simplement comme un mouvement politique, mais aussi comme un mouvement social. Et donc, on a évoqué tout à l'heure les grèves, et il y a d'autres comparaisons. Je pense à Théo Bernard qui compare les grèves en France et les grèves aux États-Unis, etc. Donc, on a plusieurs champs. Et puis, la culture. N'oublions jamais l'élan culturel que constitue le Front populaire. On évoquait l'Algérie il y a peu avec Héloïse. La Maison de la Culture à Alger en 1937, inaugurée par Albert Camus, est ouverte à tout le monde. Elle permet à tout le monde d'avoir un accès à la culture, cette démocratisation. Pascal Horry avait inventé cette idée de politique culturelle il y a quelques années, et on est au cœur de ce processus. L'idée, c'est d'un mouvement qui est aussi d'une logique de démocratisation, d'accès à tous aux loisirs. Alors, il y a le sport aussi, il y a tous les enjeux sportifs qu'on a voulu aborder. Alors, bien sûr, à vouloir tout étreindre, des fois, on peut tout réduire, etc. Mais je pense qu'il faut penser ces dynamiques, à la fois dans des jeux d'échelle, ce que vous avez évoqué entre l'international, le national et le local, et en dehors du jeu d'échelle, de penser aussi ces circulations. Direction l'Algérie. À ceux qui nient l'existence dans le passé d'une nation algérienne, Abdelhamid Ben Badis répond que la nation algérienne existe bel et bien. C'est pourquoi il écrit dans le numéro d'Al-Shirab d'avril 1936 « Cette nation algérienne musulmane, ce n'est pas la France. Il est impossible qu'elle soit la France. Elle ne veut pas devenir la France. Et même si elle le voulait, elle ne le pourrait pas. Tout au contraire, c'est une nation totalement distincte de la France par sa langue, par ses mœurs, par ses origines ethniques et sa religion. Elle ne veut point d'assimilation. » L'arrivée au pouvoir en France du Front populaire détend l'atmosphère politique en donnant aux musulmans une plus grande liberté d'expression. À Paris, Léon Blum, le nouveau président du Conseil depuis le 4 juin 1936, est sensible à la question algérienne. Il charge le sénateur Maurice Violette, ancien gouverneur de l'Algérie, d'élaborer un projet de loi en vue de débloquer la situation. Ce sont les camarades d'RFI en 1992 qui s'intéressaient au Front populaire en Algérie. Héloïse Dreur, cet aspect culturel et cet aspect même d'identification de se sentir algérien, c'est aussi cela le moment Front populaire. Oui, alors il y a quand même beaucoup de paradoxes parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même aussi le moment où on laisse de côté la question de l'indépendance, en tout cas pour le Parti communiste et donc pour le Front populaire. Il n'est jamais question effectivement de la nation algérienne. Au contraire, on revient vraiment sur une idée d'assimilation à la France avec finalement... Il ne faut pas oublier aussi que le Front populaire, c'est quand même un moment d'effervescence symbolique où on ressort des symboles tels que le drapeau bleu, blanc, rouge, tels que des références à 1789, des références à la nation française. Et ça existe aussi en Algérie. Donc c'est très paradoxal parce que effectivement, il va y avoir le projet Blum-Violette qui a été évoqué dans l'extrait sonore. Ce projet, finalement, il vise à élargir la citoyenneté à une minorité de colonisés. On parle de 25 000 colonisés concernés, ce qui est assez peu. Et
qui ne met pas ça ne provoquera aucun trouble dans l'ordre colonial. Néanmoins, ça suscite une crise politique majeure. Vraiment, il y a une réticence énorme de la part des colons en Algérie. Donc, c'est vrai que les communistes aussi doivent essayer de faire oublier cette question de nation algérienne qui était pourtant la ligne pendant 10 ans et c'est pas évident parce que et c'est pour ça aussi que alors on avance un petit peu dans le temps, mais en 1939 il y a Maurice Thorez qui viendra faire alors accompagné de camarades qui viendra faire une tournée en Algérie et qui parlera qui utilisera une formule qui est devenue assez connue, qui est la nation en formation, c'est-à-dire qui vraiment sous-entend qu'il n'y avait pas de nation algérienne qui existait avant la présence de la France en Algérie et que cette nation est à construire avec les Français, entre Français et Algériens. Donc, et là, on a des références au passé, mais qui ne sont pas des références aux luttes algériennes passées. On va plutôt avoir des images de Maurice Thorez, par exemple, se promenant parmi les ruines antiques en Algérie pour rappeler ce passé commun. Et voilà, ce passé commun, avec ici la position des communistes. C'est vrai qu'au moment de réfléchir à l'international, on n'a peut-être pas envie de créer des nations dans ce monde communiste. Serge Wolikoff, vous êtes intéressé au Comintern, particulièrement dans cet ouvrage que vous co-dirigez, les fronts populaires. D'ailleurs, vous pouvez nous rappeler ce qu'est le Comintern ? Le Comintern, oui, je m'y suis intéressé parce qu'on ne peut pas faire l'impasse sur cette dimension internationale. Le Comintern, c'est le mot d'origine allemande, et pour aller vite, allemande, qui couvre la réalité de l'internationale communiste, qui a été créée en 1919 et qui avait comme objectif la révolution mondiale, pour aller vite, et qui a été une structure après la deuxième internationale qui avait été créée en France en 1889. Eh bien, la troisième internationale se donnait comme objectif, l'internationale communiste, de créer des partis communistes qui auraient comme objectif la révolution dans chacun des pays. Cet objectif de la révolution mondiale a fait assez rapidement, est apparu comme un horizon inatteignable dès le milieu des années 20. Et la montée en puissance de la Russie soviétique a fait de cette révolution mondiale et du Comintern ce qu'on pourrait appeler une organisation centrée sur l'Union soviétique, mais en même temps, elle restait, cette internationale communiste, très originale et puissante par rapport à la tradition socialiste. Ce qu'évoquait Jean Vigreux, il y avait la création de partis ouvriers, socialistes, communistes en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient, ce qui n'avait jamais été le cas. Prenons l'exemple du Parti communiste chinois créé dans la foulée des mouvements nationaux en Chine entre 1919 et 1921. En 1933, pour revenir à notre affaire, le principal parti communiste, c'était celui d'Allemagne, qui est englouti par la défaite et la catastrophe allemande. L'internationale communiste, sous l'autorité indirecte mais quand même effective de Staline et des soviétiques, va être en quelque sorte perturbée par l'événement. Dans un premier temps, elle met toute la responsabilité sur le dos des socialistes en Allemagne et à l'échelle mondiale, qui ont laissé faire, qui ont été partisans de ce qu'on appelait le moindre mal, en soutenant la droite classique pour faire barrage à Hitler, ce qui n'a pas réussi. En substance, en 1934, vu les événements d'Autriche, les événements de France dans différents pays, on assiste à la montée de mouvements fascistes. L'internationale communiste, et notamment sur la base de l'exemple français, va prendre un vrai tournant. Ce tournant, c'est d'accepter que, notamment en France, il y ait rapprochement et action entre socialistes et communistes. Puis le Parti communiste propose à l'automne 34 un mot d'ordre nouveau. C'est Marcel Cachin, le directeur de l'Humanité, ancien dirigeant socialiste devenu communiste, une personnalité qui à l'époque est extrêmement populaire, qui lance l'idée, à la veille du congrès du Parti radical, d'étendre l'alliance à tous les républicains
contre le fascisme, et donc y compris les radicaux. Et là, le Comintern est un peu pris à contre-pied à son propre jeu. Pendant quelques mois, il y a des hésitations, et finalement, celui qui va dénouer ces tensions, c'est le héros du procès de Leipzig. Dimitrov, vous savez, ce personnage bulgare qui avait été accusé par les nazis, par Goebbels et Göring, d'avoir mis le feu au Reichstag. Ce procès international tourne en défaveur des nazis qui sont obligés d'acquitter Dimitrov, et Dimitrov arrive en URSS et prend la direction de l'Internationale communiste, et lui pousse à l'alliance antifasciste. Et en 1935, le dernier congrès de l'Internationale communiste va faire du mot d'ordre de Front populaire un mot d'ordre international. Et on peut dire que l'Internationale communiste, on a fait une sorte de focus dans le livre là-dessus, devient en quelque sorte un mot d'ordre partagé, sinon de façon évidente dans tous les pays, mais en tout cas partagé par les différents partis communistes. À partir de là, la mondialisation du mot d'ordre est un événement inattendu et qui va dépasser d'une certaine façon l'Internationale communiste elle-même, qui se trouve devant quelque chose qu'elle n'avait pas non plus prévu. Oui, parce que c'est bien cela qui nous intéresse, c'est comment des socialistes et des communistes réussissent à s'associer, sachant que depuis le début des années 1920, ils se tapent dessus, et pourquoi pas rallier des radicaux pour faire un front populaire. Ça, c'est pas du tout évident. D'ailleurs, Jean Vigreux, vous êtes l'auteur de Découvrir le Front populaire aux éditions Sociales. Parce que déjà, saisir ce qu'est le Front populaire en France, c'est difficile. Mais alors, essayer de regarder ce qui se passe dans d'autres pays pour d'autres fronts populaires, c'est bien complexe. Peut-on dire qu'il y a quelque chose de commun à tous ces fronts populaires, au-delà de l'antifascisme et puis de la volonté de donner une réponse à la crise économique? Déjà, dans votre question, il y a deux réponses. Il y a la défense, effectivement, de la démocratie face au fascisme. Ça, c'est, on va dire, le minimum commun, la démocratie libérale ou la République universelle, peu importe comment on l'appelle. Mais c'est ça qui est mis en jeu. Quand j'évoquais tout à l'heure le Chili seulement en 1938, sont des gouvernements tenus par des radicaux. C'est pas des partis de centre-gauche. C'est pas l'extrême gauche qui est au pouvoir. Mais ils sont soutenus par les communistes. Ils sont soutenus par l'ensemble, on va dire, des forces du mouvement ouvrier. C'est-à-dire que le mot d'ordre, il a quand même réussi. Il a participé. Aussi. Au Mexique, bien sûr, et j'allais y venir. Au Mexique, il y a Cardenas qui est soutenu par l'ensemble des forces de gauche. Et même avec un parti de masse qui atteint 5 millions d'adhérents. Donc on voit bien qu'il y a une réponse aussi nationale. Donc c'est pour ça qu'il faut penser les cultures politiques nationales et les enjeux nationaux. Mais quel type de réforme on met en œuvre ? Eh bien, quand on voit les réformes qui sont mises en œuvre, c'est, par exemple, au Chili, l'électrification, c'est tous les enjeux de réforme agraire, ce sont tous les enjeux de modernisation agricole, ce sont les enjeux de la démocratisation du savoir. Donc, toutes les mesures qui ont été prises ou qui ont peut-être aussi échoué à certains moments donnés en France ou en Espagne, eh bien, on en tire les leçons au Chili. Il y a toujours ce décalage, en quelque sorte, de temps. Mais quand on regarde le New Deal aussi, il peut participer quelque part de cette histoire. C'est-à-dire, en fin de compte, de penser la réforme ou le réformisme face à la grande crise économique et la grande dépression. C'est peut-être ça qu'on a comme trend commun, parce que, en fin de compte, c'est le même contexte. Et je crois qu'il faut effectivement penser ces contextes emboîtés. Alors parfois décalés, ça c'est certain. On peut avoir des temporalités différentes. Mais c'est peut-être ça qui résume rapidement ce qu'étaient les fronts populaires mondiaux. Direction le Chili. De 1924-25, c'est la naissance du Parti communiste. Et de 1933, la naissance du Parti socialiste. Cette pensée marxiste s'est développée ici dès la même révolution russe, et même la révolution de 1905 a eu une grande répercussion ici au Chili, dans la presse ouvrière. La presse ouvrière, c'est-à-dire des petits papiers qui ont été publiés, circulés dans les syndicats, et particulièrement dans le nord du pays. Et on a enregistré les événements, on a commencé à regarder au-dessus des montagnes et des frontières à cet autre monde qui s'est développé dans la lutte ouvrière et politique dans l'Europe. Alors la présence des partis marxistes ont influé aussi sur les partis traditionnels, particulièrement sur les partis radicaux. Et ont conduit en 1938
à la formation d'un front commun, une sorte de front populaire, comme en Europe, comme en France, qui a eu un grand succès en rassemblant toutes les forces de gauche pour élire un président qui a donné une sorte de point de départ pour une nouvelle étape de notre développement, 1938, c'est-à-dire la présidence de Pedro Aguirre Cerda. L'historienne Olga Poblete, ici en 1971, à propos du Front populaire au Chili en 1938. Donc sur la chronologie, c'est vrai qu'on est 2 ans après le Front populaire espagnol ou le Front populaire français. Oui, et donc cet exemple du Chili, on peut le rapprocher de ce que Jean Vigreux évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la dimension internationale aussi de la communication à travers le rôle des écrivains, des poètes. Alors évidemment, il y a une personnalité emblématique chilienne, c'est Pablo Neruda. Et si on suit un peu le parcours et l'activité de Pablo Neruda, on sait que malheureusement, ce parcours est un parcours qui se termine de façon tragique avec le coup d'État de Pinochet après en 73, mais si on revient à cette période, Pablo Neruda fait partie de ces intellectuels qui ont un rôle à la fois continental en Amérique du Sud, mais aussi qui participent aux congrès internationaux des intellectuels. Jean évoquait le congrès international de 1935, il y a celui de Valence en 1936, il y en a encore un en 1937 en France, et ces congrès ramassent des forces qui sont celles tout à l'heure, vous avez cité Steinbeck, on a entendu un extrait du film Les raisins de la colère tiré du roman de Steinbeck. Steinbeck fait partie, comme Howard Phillips, comme bien d'autres écrivains américains, de ces mouvements, et on a une sorte de solidarité internationale des intellectuels autour de la défense de la culture écrasée par le nazisme et contre l'antisémitisme. Ce qui est intéressant, c'est que la dénonciation du racisme, la dénonciation à la fois de la guerre et du fascisme est portée de façon prémonitoire et primordiale par les intellectuels, par des écrivains, par des cinéastes. Tout à l'heure, on parlait des cinéastes à propos de l'engagement et des photographes dans la guerre d'Espagne. Ces intellectuels sont pas des intellectuels qui sont... Alors, ils sont pas seuls, parce qu'en face d'autres, ils ont d'autres intellectuels qui sont du côté du fascisme, évidemment. Mais je pense que dans la mobilisation du Front populaire, il y a un engagement qui va au-delà de l'engagement qu'en France on a connu au moment de l'affaire Dreyfus, mais qui reprend un peu cette dynamique de la notion d'universalité des droits de l'homme, du fait que la défense de la démocratie est sans frontières, cette idée qu'il y a un idéal républicain, un idéal progressiste partagé à l'échelle mondiale. Et ça, les fronts populaires sont porteurs de cela. Juste un mot pour évoquer l'exposition universelle de 1937 à Paris. Elle a été décidée avant le Front populaire, mais elle va être imprégnée de l'esprit du Front populaire, et notamment avec la construction du Palais de Chaillot et de toute une série d'événements qui vont marquer cette exposition universelle. Léon Blum. Nos destins ont été unis dans le passé sur les champs de bataille. Mais, je le disais l'autre jour, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de George Washington, ces souvenirs sacrés, quel qu'en soit le prix, nous ne désirons pas les voir revivre. C'est dans la fête que la France désire cultiver l'amitié américaine. Les uns et les autres, nous estimons que la meilleure voie à suivre pour affermir la paix est d'améliorer les relations économiques entre les nations. Nous avons donné l'exemple en signant récemment un accord monétaire et un traité de commerce avec les États-Unis. Notre désir est de persévérer dans cette voie où notre tâche est si efficacement facilitée par la politique hardie et généreuse du président Roosevelt. Soyez donc les bienvenus
compter sur l'hospitalité cordiale de la France et de Paris. Léon Blum, lors de l'exposition universelle en 1937, le rapprochement des peuples, Héloïse Dreur. Mais il y a déjà de la déception en 1937. Nous sommes un an après le Front populaire et en Algérie, ou en tout cas en situation coloniale, le Front populaire déçoit déjà ou commence à décevoir. Oui, parce que le projet Blum-Violette n'aboutira pas. Il y a aussi les revendications qui sont celles du Congrès musulman, qui est un regroupement d'organisations qui a été créé en miroir du Front populaire, qui est lié au Front populaire, qui regroupe des organisations réformistes de colonisés, qui avaient un certain nombre de revendications qui, elles non plus, n'aboutiront pas. Donc effectivement, il y a, oui, une grande déception du point de vue des réformes. Après, il ne faut pas oublier aussi que malgré tout, le Front populaire est un grand moment de politisation décolonisée, grâce en grande partie aussi au Parti communiste, qui prend, comme je le disais tout à l'heure, une ampleur nouvelle à ce moment-là, et qui travaille depuis 10 ans vraiment à intégrer des Algériens dans le parti. Donc c'est aussi un moment où vraiment les Algériens émergent sur la scène politique, et ça va préparer les nationalismes futurs. Mais effectivement, c'est, parce qu'il y a l'antifascisme, parce que la situation est urgente, effectivement, il y a des choses qu'on va laisser, alors pardon d'être un petit peu rabat-joie, mais il y a des choses qu'on va laisser un petit peu sur le bord de la route. Et il y a la question des femmes, je pense au droit de vote des femmes, il y a la question des colonies, qu'on va également un petit peu oublier. Et je pense que c'est des choses qu'il faut garder en tête, parce que c'est des choses qui font aussi écho à ce qu'on peut vivre aujourd'hui, même si la France n'a plus de colonies, ou du moins ne les appelle plus ainsi. Avec, dans cette démarche-là, la volonté de regarder dans l'ouvrage Les Fronts populaires, nous l'avons bien saisi, tous ces fronts populaires, avec les crises, l'international, avec les territoires, avec la culture. Jean Vigreux, on sent combien c'est important. Et puis aussi, il y a cette démarche de se dire, et là où il n'y a pas de front populaire, là où il n'y a pas de Front populaire, il y a des zones réfractaires. Il y a un refus. L'Europe du Nord, que Jean-Dumas Ducange étudie aussi bien du côté britannique avec le Parti travailliste, et puis du côté de la Suède, Norvège, etc., et l'ensemble de l'Europe du Nord, où la social-démocratie est très forte, et où elle n'a pas besoin des communistes, et même elle les met sur le même plan que les fascistes. On reste vraiment aux mêmes lectures que dans les années 20. Donc ça, c'était penser aussi ces enjeux de non-circulation ou de côté réfractaire. Et puis, l'idée aussi était de regarder que pensent les nazis des fronts populaires, parce que c'était construit contre eux, et comment ils vont construire aussi une propagande contre les fronts populaires, les fascistes. N'oublions pas que en 1934, à Montreux, le Duce rassemble tous les partis fascistes d'Europe, et en particulier en France, les francistes de Buccar. Donc on est au cœur on va dire, d'affrontements futurs qui, bien sûr, débouchent sur des cultures politiques particulières. Et l'importance de la culture, et vous aviez raison de le dire, on doit vous quitter bientôt parce qu'on va à Chaillot, parce qu'on va évoquer la politique culturelle du Front populaire lors d'un colloque, mais il y a tous ces enjeux, en fin de compte, de la démocratisation de la culture, de ces bâtiments, de tout ce qui reste, etc., mais aussi de penser, d'utiliser les loisirs, le temps libre de penser avec Léo Lagrange, de penser tout cet héritage du Front populaire, en particulier avec le sport. Et il y a aussi un chapitre sur les Jeux Olympiques et les contre-olympiades de Barcelone. Donc voilà, c'était un peu tout ça qu'on voulait faire. Donner un début pour un Front populaire, 1936, alors l'Espagne, la France, 1938, on l'a dit pour le Chili, ça peut aller. La fin, c'est toujours plus délicat. Allez, on va dire 1938 pour la France. Mais Serge Wolikow, à vous écouter, en fait, il n'y a pas de fin au sens où l'héritage est là encore et profond. Alors, cette question de l'héritage, puisqu'on parle de la culture, il est vraiment, et tout à l'heure vous avez évoqué la question du décalage, et le temps entre le moment où le Front populaire se constitue, émerge, et les effets de la politique culturelle du Front populaire, il y a évidemment un décalage. 1937, 1939, mais dans l'ouvrage, on montre bien comment le projet d'un grand festival international du cinéma à Cannes, préparé
par le Front populaire et par Jean Zay, et face aux entreprises fascistes et du Festival de Venise, est quelque chose d'actualité. Et vous savez que c'est seulement le déclenchement de la guerre en 1939 qui brise ce projet, qui sera repris à la Libération, et dont aujourd'hui, en mai 2026, nous sommes en plein dans la 79e anniversaire, mais qui prend sa racine dans l'histoire du Front populaire. Et tout à l'heure, le Palais de Chaillot, on l'évoquait tout à l'heure, avec la Fondation Gabriel Péri, on organise cette journée, tout le monde y est invité d'ailleurs, une journée sur l'élan culturel du Front populaire, parce que c'est dans le domaine du cinéma, dans le domaine de la littérature, mais aussi de la musique et de la littérature, que le Front populaire a été une sorte de point d'appui, de déclencheur, dont les résultats vont largement excéder 1938-39. Hier, dans votre émission, Gilles Richard et Dimitri Manessis évoquaient la rupture du Front populaire 38, 39, mais en même temps, les effets et la mémoire, mais aussi les produits du Front populaire excèdent cette période. Adversité et désaccord, le Front populaire désenchanté sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Jean Vigreux. Oui, et puis vous avez raison de dire l'héritage, parce que même si la période de la guerre change la donne, l'effondrement de la République, l'arrivée de l'État français et de Pétain et la revanche sur le Front populaire, on refait pas tout ça, etc. Mais la résistance, avec le programme du CNR, reprend en fin de compte tout ce qui n'avait pas été réalisé sous le Front populaire, qui était prévu mais qui n'avait pas été fait. Pensons aux assurances sociales, à la sécurité sociale, aux retraites, au statut du fermage et du métayage. Je reviens au monde rural, puisque ce sera pris qu'en 1946. Mais on a en fin de compte une parenthèse qui a été fermée brutalement. Il est clair, avec une répression très forte. Et ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir des archives nouvelles, parce que c'est une question qu'on n'a pas abordée. N'oublions pas que Vichy met en place la lutte contre les activités anarchistes et communistes terroristes, 1941. Entre guillemets. Oui, je mets des guillemets, bien sûr. C'est la fameuse série Z4, et dans cette série Z4, on prenait chez les militants des archives, et ça nous a permis de retrouver des albums photos du Front populaire, des premières colonies de vacances, des auberges de jeunesse, des choses qui pendant longtemps avaient été oubliées parce qu'elles étaient à charge sur la période de Vichy. Et maintenant, elles sont consultables, elles sont ouvertes aux archives nationales. Avec Héloïse Dreur, un héritage en situation coloniale différent de tout cet héritage-là, parce que vous nous l'avez expliqué clairement, le ressenti du Front populaire tel qu'il se développe dans des colonies françaises, donc en France à ce moment-là, c'est pas le même. Non, mais c'est vraiment l'héritage, ce sera l'héritage, la formation de tous ces militants nationalistes, et puis surtout le raidissement. Alors Messali Hadj, son parti, l'Étoile nord-africaine, est interdite par le Front populaire en 1937. Il va reconstituer une organisation qui s'appelle le Parti du peuple algérien, qui prend un autre nom pour pouvoir être à nouveau autorisé. Évidemment, ce sera les premiers mouvements nationalistes qui déboucheront évidemment sur la guerre d'Algérie et puis la libération de la colonie. Avec ici ces positionnements tellement complexes, et on le sait bien, selon les contextes. Alors, les contextes nationaux bien sûr, puis le contexte international. Et l'on peut dire que quand la guerre éclate, la guerre mondiale, ça y est, c'en est fini des expériences communistes où on en trouve encore des traces. C'en est pas totalement fini, puisque on a évoqué ce qui se passe en Chine. Là, ça va permettre effectivement d'avoir d'autres champs ouverts ou des possibles, mais ailleurs, effectivement, c'en est fini. Voilà, avec tous les avenirs aussi également possibles. Ça fait partie de ces réflexions-là. Jean Vigreux, Serge Volikov, merci vivement à vous deux. Vous avez co-dirigé l'ouvrage Les Fronts populaires, une perspective mondiale, 1934-1938. C'est publié chez Libertalia. Et merci vivement à vous, Héloïse Dreur. Des communistes en situation coloniale, 1920-1939, l'Algérie lutte et espère, aux presses universitaires de Dijon. Merci beaucoup, vraiment à vous trois. Merci à vous. Les épisodes du cours de l'histoire Front populaire, une histoire de lutte, est à podcaster sur le site internet franceculture.fr et l'appli Radio France, avec tous les épisodes consacrés au nouveau regard porté sur le Front populaire par les historiennes et les historiens.
Tout va très... Madame la Marquise, chanson de 1935, est chantée durant tout le Front populaire avec un sous-texte qui commente l'actualité sans cesse. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec à la technique Olivier Arnay, émission préparée par Sidonie Lebourg, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Luce Mourant, Chloé Rouillon et Jeanne Delecroix. Le cours de l'histoire, écoutez à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.